Bonsoir, c'est l'heure de notre rendez-vous sur Europe 1, l'heure où l'on peut prendre le temps de se poser, de respirer, de faire le calme en soi, un temps de pause, de répit, de réflexion pour être à l'écoute de vous-même et des autres. C'est le propre de cette libre antenne. Jusqu'à 1h, la ligne est ouverte au 39 21, où vous serez accueillis ce soir par Quentin et Assiba, sous l'œil attentif de Vivian Lecuivre, qui réalise cette émission. Et pour tous vos commentaires, pour toutes vos réflexions, vous avez le choix entre le site internet europe1.fr, puis Libre Antenne, ou les SMS au 7 21 21, code nuit. Alors vous le savez, hein, vous écrivez d'abord le mot-clé, nuit, puis votre message, et vous envoyez le tout au 7 21 21. On va commencer tout de suite avec Sylvie. Bonsoir Sylvie. Sylvie, on l'avait il y a 2 secondes, Sylvie. Qu'est-ce qui se passe? On a un petit souci téléphonique. Elle était avec nous. Voilà, ça c'est le direct. Hein. Je reçois encore de temps en temps des petits courriels me disant mais est-ce que c'est une émission enregistrée? Est-ce que vous êtes bien en direct? Eh bien, vous voyez, quand il y a des petits bugs comme ça vous montre que non, ce n'est pas une bande, c'est vraiment du direct. D'ailleurs, il n'y a plus de bande à la radio. Maintenant, tout est informatisé. Enfin, bon, vous savez, moi, l'informatique, ça fait 2. Donc, bon, alors, Sylvie, êtes-vous là? Ça sonne occupé. Alors Sylvie, surtout, vous raccrochez si vous nous écoutez, si vous avez votre radio encore allumée. Normalement, vous avez dit de l'éteindre avant le passage à l'antenne. Si ce n'est pas le cas, si c'est pas le cas, vous raccrochez, vous raccrochez pour qu'on puisse vous rappeler. Sylvie, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, vous nous faites des petites frayeurs comme ça, juste au début, hein? Mettez la panique en régie, là. Qui j'ai à l'appareil, là? C'est Caroline. Oh, Caroline de Blanche? Oui. Non, mais je ne vous reconnais pas. Voilà. Alors, donc je suis à l'antenne. Oui, vous êtes à l'antenne. Bon, est-ce que vous pouvez reprendre l'historique? Parce que moi, j'ai fait un mail un peu long. Et Quentin me disait que vous pouviez donc reprendre un petit peu l'historique. Peut-être serait préférable que moi, je me lance. Bah, je préférais quand même vous m'avez appelé il y a 1 an pour me parler donc de votre nièce qui a 32 ans, qui n'allait pas très bien et qui était à ce moment-là qui ne recherchait pas de travail, qui n'avait aucun entrain, qui n'avait pas de demande d'aide. Non. Et donc qui avait eu une enfance très difficile, oui, auprès de parents aimants, mais les enfants ayant grandi dans un climat, on dirait, très insécure. Hein, oui. La mère étant un peu dans un déni de conduite addictive très sérieuse. Oui. Et puis, il y avait un couple qui se disputait très très fortement. Il y avait aussi un rejet violent de la mère de votre nièce lorsque votre nièce lui a appris son homosexualité. Elle a un frère qui souffre d'alcoolisme. Oui. Donc un autre frère de 28 ans qui a failli mourir, je crois, il y a un mois, d'une embolie pulmonaire. Oui. Bon, mais donc... le frère alcoolique a failli mourir aussi parce qu'il a été agressé
à coup de marteau, enfin bon... Récemment, hein, c'est ça. Oui, très récemment. Ça, lorsque vous m'aviez appelé il y a un an, voilà, ça n'avait pas eu lieu. Ça va de mal en pis. Cette nièce, si vous voulez, qui nous paraissait un petit peu vouloir un petit peu sortir la tête de l'eau, parce qu'elle avait fait un travail psychothérapique important. Oui, finalement, alors qu'elle n'avait pas de demande, il y a quelque chose qui a émergé. Elle a fait une démarche, elle a consulté. Et elle avait trouvé un travail aussi dans l'animation culturelle et sportive. Voilà, tout à fait. Alors, notre souci à l'heure actuelle, c'est que tout est lâché. Ça a dû être douloureux pour elle. Donc, la psychothérapie a lâché, elle l'a lâché. Pourquoi ? Ça, je ne sais pas. Ça a duré combien de temps, le travail qu'elle a fait ? Moins d'un an, donc ? Non, 2 ans, parce que ça remonte à plus loin que ça. Vous me dites qu'il y a un an, elle n'avait pas du tout de demande et finalement, entre-temps, elle a consulté, donc ça fait moins d'un an, le travail. Oui, mais bon, il y a eu un très bon travail qui a fait qu'elle a été effectivement, elle a acquis une maturité, un recul par rapport à tout ce qu'elle a vécu, et elle partait sur une nouvelle vie, et elle a lâché au bout de 3 mois. Quand elle a repris le pied dans la réalité, elle n'a pas tenu. Elle n'a pas tenu et elle est donc revenue chez ses parents avec la journée sous la couette, je ne cherche pas de travail. Effectivement. Et pourquoi elle a arrêté son travail dans l'animation ? Parce qu'elle n'en pouvait plus, elle était mal. Elle était mal. Elle était mal, voilà. Elle est venue vers chez nous puisque son travail dans l'animation était près de chez nous, à 500 km de son domicile familial. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu désires, Elle m'a dit, je veux retourner voir mon psy. Très bien, écoute, va voir ton psy, tu as peut-être pas fini, effectivement, c'est pas si simple que ça. Va retravailler, va te conforter dans tout ce travail-là. Et en fait, elle a pas mis à profit ça, elle est retournée dans sa région, chez ses parents, avec tout le même climat qui de mal en pis, et sans reprendre sa psychothérapie de façon réelle. Parce que la psychothérapie, elle l'avait entreprise donc dans la région où elle avait trouvé du travail. Tout à fait, oui. Et c'était vraiment finalement, elle allait mieux d'avoir mis de la distance. Oui. Ça lui permettait aussi d'aller mieux. Oui. Oui, là vous craignez le fait qu'elle revienne chez ses parents. Oui. D'ailleurs, elle replonge au fond. Elle replonge. Elle le dit, elle dit réellement, elle dit, mais j'ai pas avancé depuis 1 an, je ne fais rien, je suis en léthargie, je ne fais rien. Je dis, mais pourquoi tu es là-bas ? Parce que tu veux protéger ta maman ? Non, même pas. Mais elle a du mal à se détacher, visiblement, quand même. C'est-à-dire qu'elle a un peu protecteur qu'elle a eu depuis l'âge de 7 ans. C'est-à-dire que maman fait des crises, moi je reste à la maison, j'essaye de faire... elle m'a dit un jour, moi j'ai été un petit peu la maman de mon frère. C'est dur, quoi, parce que je vois qu'elle est pas... Alors je sais pas, il n'y a pas de diagnostic de poser, Nous, on ne sait pas quoi faire, parce qu'elle est en danger, quand même. Et vous trouvez à 500 km de chez elle. À 500 ? Oui, à 500 km de chez elle, mais on est toujours en relation, mais c'est toujours, elle nous répond toujours oui, elle ne fait rien, quoi. Là, donc elle vient de revenir dans notre région avec un petit contrat d'1 mois dans cette animation. Eh bien, j'ai dit, alors, est-ce que tu as repris pied ? Pas trop. Je manque de confiance. Enfin, non, elle le sent pas. Je sens déjà que ça va décrocher. Ça fait 1 mois qu'elle y est. Elle va redécrocher, elle va repartir chez ses parents. Alors, question à vous, à Caroline. Est-ce que nous pouvons lui dire, écoute, il ne faut pas que tu retournes chez tes parents. Il faut que tu te cramponnes à ton autonomie, mais elle le tient pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Faut désespérer. Vous lui demandez pourquoi? Peut-être lui demander pourquoi elle y retourne. Qu'est-ce qui fait qu'elle y retourne? Qu'elle réfléchisse là-dessus. Oui. Moi, on n'est pas psychothérapeute et elle veut non, pas. Mais c'est pas. Qu'elle se pose la question. Pourquoi elle retourne là? Puisqu'au fond, peut-être lui pointer que elle se rend bien compte que quand elle retourne là, elle va moins bien. C'est négatif. Oui, c'est négatif. Mais il y a quelque chose qui la pousse à y retourner, comme si elle doit se sentir. Non, mais elle doit se sentir responsable.
Oui. C'est difficile de se détacher de parents qui vont mal. Vous me dites que la mère souffre d'addiction. Quelle sorte d'addiction? Addiction, alcool et tabagisme, est très important. Hein. C'est-à-dire, elle me dit, maman, moi je crains cardiovasculaire. Ah, j'ai dit, ta maman elle a une grande vitalité, mais je comprends que tu sois inquiète. Et la mère ne se fait pas soigner pour l'alcoolisme, notamment. Non. Oui, donc elle a peur pour sa mère. Elle a très peur, bien sûr qu'elle a peur, puis c'est justifié. Elle a un jour tendu la perche à sa maman en disant, mais en parlant de ça, oh là là, elle a dit, j'ai eu 2 jours la tête, quoi. Non, le déni est total. Bon. Ça, et elle a un frère qui est malade aussi d'alcoolisme. Ah oui, très important, oui. Oui, et puis le père c'est limite et le père limite, c'est-à-dire que lui-même. Oui, il est un peu dans le déni aussi. Et puis bon, il est incapable. Limite, c'est-à-dire que lui-même consomme de l'alcool. Oui. C'est lourd, hein, tout ça. C'est lourd, oui, c'est lourd. Alors, à côté de ça, ce sont des gens qui tiennent tout à fait la route. C'est ce que lui disait son oui, enfin. Ils tiennent tout à fait la route au niveau professionnel. C'est-à-dire que c'est des gens qui passent dans le journal toutes les semaines, parce qu'il est animateur socio-culturel. Il va bien, enfin, il fait bien les choses. Elle est à l'hôpital, elle fait bien les choses. Mais après, le reste, elle le fait pas bien, quoi. Non, mais enfin, ils tiennent peut-être la route professionnellement, mais en tant que parents, non. Non, pas du tout. Mais nous, on peut pas leur envoyer ça. On n'a pas le droit. Et puis, qu'est-ce que ça ferait? Moi, c'est vis-à-vis de cette jeune fille qui est intelligente, qui est sensible, qui est tournée vers l'autre, qui ne tourne pas vers elle et qui. Mais oui, mais parce que forcément. Quand très tôt, elle a, comme dit Coco, finalement, peut-être se sent-elle investie de la mission de protéger ses parents et son frère. C'est le problème des enfants qui sont très tôt parentifiés. Bien sûr. Hein, c'est-à-dire qui sont mis à une place qui est pas la leur. Bien alors sûr. Ils sont souvent ils ont une grande maturité parce qu'ils sont chargés ils sentent de protéger leurs parents qu'ils sentent fragiles, mais en même temps à quel prix pour leur propre équilibre psychologique, parce qu'ils savent très bien aider les autres, mais pour eux-mêmes ils sont très démunis. Ça crée des carences terribles. Et d'ailleurs elle a du mal au fond à accepter de l'aide pour elle-même. Oui, tout à fait. Oui, mais alors quoi faire? On voudrait peut-être lui dire qu'au fond depuis qu'elle est toute petite, elle a fait ça. Elle, c'est tellement, si vous voulez, c'est ancré en elle. Dire que depuis qu'elle est toute petite, ça fait partie d'elle au fond de sa maman a ce problème-là. Il y a une souffrance. Oui, parce qu'un jour Julie avec ta psychothérapie, mais il faut voir le travail que tu as fait. Je ne reviens pas. Tu parles comme une petite maman, lui dis-je. Et elle me dit, mais tu sais, j'ai été la petite maman. Oui, mais il faudrait qu'elle soit une petite maman pour elle. Ben oui. Et il faudrait qu'elle arrive à se faire du bien à elle, parce que finalement, en voulant être la maman de sa maman, elle s'épuise, elle perd toute vitalité, elle n'aide ni sa mère, parce que seule sa mère pourrait s'aider, et elle perd toute son énergie. Alors, donc c'est peut-être ça. Oui. Lui parler un petit peu comme ça. Oui. Là, lui dire finalement, lui dire, puisque vous la connaissez, vous êtes sa tante depuis toute petite, et lui dire elle nous aime beaucoup. Lui dire qu'il faudrait qu'elle arrive à accepter de se faire du bien à elle. Oui. Que de toute façon, sa maman, on ne peut pas, c'est vrai, lui dire bien sûr que c'est compliqué de voir ses parents qui ne vont pas bien, mais dire ça fait des années que c'est comme ça, et c'est pas parce que toi tu vas t'acharner à essayer d'être auprès d'eux, et lui dire tu vois bien que ça n'arrange rien. Finalement, quand tu es là-bas, toi aussi tu sombres. Lui dire tu es à côté, mais c'est très déprimant, et finalement c'est tellement déprimant qu'elle passe les journées dans son lit, parce que vivre auprès de quelqu'un qui s'alcoolise, qui se détruit peu à peu, et se rendre compte que finalement malgré tout l'amour qu'on lui porte, eh bien cet amour ne suffit pas, c'est déprimant.
Oui, oui, tout à fait. Donc peut-être que elle, si elle faisait le fait de poursuivre, et ce travail elle n'a pas fait suffisamment longtemps, Non. de poursuivre un travail sur elle-même, ça l'amènerait à prendre un peu de distance entre son histoire à elle et l'histoire de sa mère, et avoir d'autres... Pardon ? Chose qu'elle a faite, mais qu'elle a pas suffisamment, voilà, pas suffisamment, voilà. Puisque là elle replonge. Voilà, exactement. Donc, elle peut faire comme une injonction en leur disant, il faut que tu... Non, pas une injonction. Non, pas une injonction. Ça marche pas, les injonctions. Mais lui dire avec toute la tendresse que vous avez pour elle, qui s'entend, de dire que elle a besoin de... Il est important qu'elle s'occupe d'elle. Oui. Qu'elle sait finalement beaucoup, que depuis toute petite, au fond, elle a tenu ce rôle-là, de s'occuper de sa maman, et qu'il est temps qu'elle s'occupe d'elle. Et que finalement, s'occupant d'elle, ça peut aussi aider ça indirectement. À sa maman, mais bien sûr, parce que sa maman l'aime beaucoup. C'est sûr que quand elle va bien, sa maman, c'est le crier haut et fort, et je la comprends, puisque en fait, elle se repose sur ses enfants. Mais là, il n'y en a aucun qui va bien. Oui, c'est symptomatique, mais bon, en même temps, on peut comprendre, étant donné le contexte, qu'ils n'aillent pas bien. Parce qu'ils ont été dans un abandon moral, avec des parents qui étaient dans une souffrance, mais qui finalement étaient très, très peu protecteurs, puisque trop... Bien sûr. Donc, ils ont grandi dans une insécurité affective. Oui, total, oui. Donc terrible, ça met du temps à se réparer, mais on y arrive, mais ça met du temps. On y arrive, vous voyez. Bon, et puis il y a la question aussi de, je sais pas comment elle vit, est-ce qu'elle a une vie affective, votre nièce ? Non, parce qu'elle est nomaslande, elle a pas confiance en elle, donc elle va pas bien vers les gens, quoi. Et puis son homosexualité est peut-être pas simple non plus. Ben non, sans doute. Oui. Non. Et parfois les rencontres peuvent déclencher des choses, mais là on n'en est pas là, quoi. Je vous jure qu'on se tracasse quand même. Oui, parce que c'est quand même une jeune femme de 32 ans, donc. Oui. C'est l'âge où normalement on est dans une construction, Oui, puis elle est très tournée vers l'enfant. Elle a des paroles justes, mûres vers l'enfant. Mais parce qu'elle a une très grande maturité, forcément, comme tous les enfants qui très tôt ont eu à s'occuper de leurs parents. Mais il y a une grande maturité d'un côté, et puis en même temps une immense fragilité de l'autre, parce qu'il y a des carences affectives. Évidemment. Il y a une partie de l'enfance qui leur a été volée. Bien sûr. Et alors mon discours je me suis dit peut-être que je lui fais du mal en lui disant mais écoute, tu en tires un bénéfice. Mais non, j'en tire pas un bénéfice. Mais je lui dis si ta situation c'est bien. Enfin, j'ai essayé de la provoquer là-dedans. Après je me suis dit j'ai peut-être fait trop fort en disant ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense que pour elle, je pense que je pense que c'est important, étant donné qu'elle n'a pas eu vraiment, qu'elle est plutôt dans un rôle maternant vis-à-vis de sa mère. Je pense que pour vous, en tant que tante, vous êtes une figure maternelle certainement pour elle. Donc je pense que vous avez plutôt à gagner à être, pour elle, à être très enveloppante, très protectrice et rassurante. Oui. Pas provocante. Non, je crois pas. Surtout que sa mère, c'est plutôt là-dessus. Je crois pas, parce que je pense que si la maman s'alcoolise dans des accès d'alcoolisme, il peut y avoir comme ça des paroles qui peuvent surgir. Donc je pense que vous, au contraire, vous pouvez représenter pour elle la stabilité, la douceur, la sécurité, la douceur, et justement quelqu'un qui est toujours, vous voyez, sur qui on peut, qui représente quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter et qui est protectrice. Alors ça veut pas dire que il y a pas des moments où on peut être, vous pouvez pas dire justement que vous n'êtes pas d'accord et que c'est important, dire des choses un peu fermement, mais pas être plutôt toujours extrême. Non, jamais. Être toujours très très bienveillante vis-à-vis d'elle. Être dans une image maternelle toujours très bienveillante.
Je Mais pense. dites-moi, est-ce que c'est dans ce cas-là, de ces enfants qui ont vécu ça, Oui. en gros à la louche, est-ce que c'est une pathologie irréversible ou moi je désespère. Une quoi, pathologie. Comment? Est-ce que c'est une pathologie psychiatrique? Je comprends pas. Ah, je non, me non, dis non, peut-être c'est- qu'elle est très malade. Enfin, Ces enfants fait qui ont peur. vécu ça, ce n'est pas du tout une pathologie. C'est pas une pathologie, ça c'est crée. ça. Non, 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 ce sont des Ah. enfants qui ça n'a rien à voir avec une pathologie psychiatrique. d'accord. Ce sont des Donc enfants. ça veut dire qu'on peut espérer. Bien sûr, c'est-à-dire qu'ils ont ces enfants ont en une quand ils sont, je vous dis, parentifiés, c'est-à-dire mis à la place de Oui. parents, Oui. ont en eux souvent une grande insécurité affective, mais sur laquelle on peut évidemment travailler. Ça n'a rien à voir avec une pathologie psychiatrique. Maintenant, il peut y avoir des épisodes de dépression où là on n'est pas dans la pathologie, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes de dépression qui peuvent et qui doivent être soignés. Bien sûr. Voyez, mais on n'est pas dans une pathologie psychiatrique, quelque chose de très grave. Simplement, quand il y a des épisodes de dépression, ils doivent être soignés, c'est important. Donc bon, et là visiblement, c'est comment? On peut insister sur le fait qu'elle soit suivie et traitée. Ah oui. Est-ce qu'on peut se permettre de ça? Bien sûr, bah oui, comme une mère attentive le ferait, comme des parents attentifs le feraient, bien sûr. Des parents attentifs ne laisseraient pas leur enfant, même un enfant adulte, comme ça, passer ses journées au lit, recroquevillé sur lui-même. Bien sûr. Et si elle vient chez nous, on peut même tenter le coup de dire, écoute, tu vas pas bien, à ce moment-là, on t'hospitalise, elle se laissera faire, mais moi ce que j'ai peur, hospitaliser, c'est peut-être un peu lourd, hein. C'est peut-être un peu lourd. Oh oui, tout à fait. Il y a possibilité qu'elle voit déjà en ambulatoire. Mais déjà son médecin traitant, qu'elle reprenne contact, un médecin traitant déjà, voir un médecin traitant en attendant qu'il redonne un traitement, et puis dire il faut qu'après qu'elle voit un médecin, qu'elle soit suivie, qu'elle soit qu'elle soit de nouveau suivie, mais pas forcément une hospitalisation. C'est vraiment quand la personne le souhaite ou est en danger ou qu'elle-même le sollicite parce qu'elle se sent à bout, épuisée et qu'elle a besoin d'être vraiment coupée de tout ce qui l'a fait souffrir et d'être un peu dans un cocon. Mais il y a des ressorts, il y a des recours avant l'hospitalisation. Et est-ce qu'on peut évoquer avec elle, sans trop la blesser, son vécu en disant mais écoute, c'est normal que tu sois comme ça parce que tu as été dans la sécurité. Est-ce que ça va la blesser beaucoup? Moi j'ai peur que ça la blesse, quoi. Non, je crois pas. C'est pas blessant parce que vous pouvez le dire sans attaquer ses parents. Vous pouvez dire que ses parents, que d'une certaine façon, elle était dans ce dont on parlait, que toute petite, elle a senti que sa maman était extrêmement fragile et qu'elle s'est occupée d'elle. Oui. Et que elle a occupé un rôle qui était beaucoup trop grand pour ses petites épaules. Bien sûr, bien sûr. Hein, c'est pas dénigrer sa mère. Non, il s'agit pas parce que. Non, il s'agit pas de dénigrer sa mère. Non, certainement. Mais vous pouvez donner du sens à tout ça. D'accord. Ok. Écoutez, je vous remercie. Ça fait jamais que 3 fois que je vous ai pour cette histoire-là. Et puis, on va repartir. On va regarder devant nous. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Sylvie. Beaucoup. Puis, super vos émissions. Super pour tout le monde et c'est vraiment extra. Merci beaucoup. Merci d'y participer, Sylvie. Tout, parce que Caroline et puis les autres, c'était super cet été aussi. Mais vous avez raison de le dire, bien sûr. Tout à fait. Ouais, c'était super chouette. Allez, merci beaucoup et bonne soirée. Merci Sylvie, au revoir. Au revoir. Maroon 5, Misery. Et voilà, First Lisa qui m'envoie un petit SMS en disant ça y est, c'est l'heure du cours d'anglais. Vous m'attendez au tournant maintenant, hein, ça vous fait rire. Et en plus, j'en ai plein ce soir des annonces en anglais. Hormis c'est en français, mais sinon, tout le reste est en anglais. Il me soigne la programmation musicale. Hein. Je sais pas, c'est la rentrée, c'est comme ça, je vous dis. Je préférais avant l'été, moi. Hein. Je vous le dis, hein, franchement. Mais bon. Coco qui envoie un petit message pour Sylvie au 721 code nuit également, qui dit elle a besoin de douceur, votre nièce. Lily des Hauts-de-Seine qui dit on s'occupe des autres quand on a peur de s'occuper de soi.
Oui, je nuancerai quand même. On peut parfois faire les deux. Un autre message qui dit Sylvie, votre patience et votre sens de l'écoute forcent le respect. Votre nièce a du mal à trouver sa place, mais rien n'est perdu. Et on accueille maintenant Linda. Bonsoir Linda. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes avec quelqu'un depuis 4 ans, mais vous dites que vous avez dit au standard que rien ne va et pourtant vous êtes toujours ensemble. Tout à fait. Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est déjà la compréhension. Il n'y en a pas. On se comprend pas. Il parle, je comprends rien. Je parle, il comprend rien. C'est comme ça depuis 4 ans. Ça a été comme ça dès le début ? Non, mais en fait, au début, c'était pas vraiment comme ça. Mais ça fait à peu près, ça fait un bon bout de temps maintenant que c'est comme ça. On se prend souvent, enfin, comment dire, vous chaque fois que je disputez. l'ai au téléphone, par exemple, c'est pour me hurler dessus. Qu'est-ce qui fait que vous vous disputez ? Mais je sais pas, en fait, il comprend pas ce que je dis. Quand j'explique quelque chose, pourtant tout le monde comprend. Je lui explique quelque chose, et il comprend pas et il monte directement sur ses grands chevaux. Enfin, je sais pas. Ça veut dire qu'il se sent agressé au fond. Peut-être, j'en sais rien. Je lui ai dit en plus d'aller consulter un psy ou de faire quelque chose, il fait rien. Remarquez, si vous lui dites d'aller consulter un psy, on peut comprendre. On vous sent, remarquez, un peu vindicative là, même au téléphone. On sent que vous êtes un peu, je sais pas si c'est de l'angoisse ou quoi, mais un peu sur le qui-vive. Oui, c'est comme ça que depuis que je suis avec lui. C'est comme ça que ? C'est comme ça, depuis qu'on est ensemble, c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous stresse autant ? Ce qui me stresse, c'est le fait qu'il ne comprend pas, qu'il ne m'écoute pas, qu'il fait attention à rien. Et pourquoi vous restez alors dans cette relation ? Pourquoi ? Ça, c'est la grande question. Oui, parce que après tout, rien ne vous oblige à rester si vous êtes mal, si cette relation vous angoisse, si vous avez l'impression qu'il ne vous comprend pas, qu'il... Ah non, mais c'est pas qu'une impression, c'est un fait. Ça, c'est pas qu'une impression, ça. Si vous ne vous sentez pas entendu, si... Qu'est-ce qui fait que vous restez ? Vous pouvez toujours mettre un terme à cette relation. Oui, mais l'ennui, c'est que j'ai des sentiments quand même pour cette personne. C'est pour ça que c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez des sentiments pour lui ? Quelles sont ses qualités ? Quelles sont ses qualités ? Wow. Ça, c'est une question aussi. Oui, qu'est-ce qui vous a plu chez lui ? Linda ? Oui, excusez-moi. Vous n'êtes plus seule ? Non, là, c'est bon, là, je suis seule, c'est bon. Vraiment ? Oui. Bien, alors qu'est-ce qui vous a plu chez lui ? Qu'est-ce qui m'a plu au départ ? C'était, comment dire... je sais pas, c'est pas la même personne qu'aujourd'hui, en fait. C'est pas lui. Oui, mais qu'est-ce qui... Vous n'arrivez pas à me dire, au fond, ce qui vous a attiré chez ce garçon ? Ce qui m'a attiré au début, c'est qu'il était, comment dire... il savait un peu ce qu'il voulait. Il savait exactement ce qu'il voulait. C'est ça qui m'a plu. Puis après, il y a aussi le fait que j'étais avec lui, qu'on s'était revus plusieurs fois, etc. Donc je me suis un peu attachée par rapport à lui. Et qu'est-ce qu'il voulait ? Ce qu'il voulait, moi, ce qu'il m'a dit qu'il voulait, c'était une vie, une relation stable, une relation sérieuse, etc. Mais ça c'est pas le cas. Vous aviez quel âge quand vous vous êtes rencontrés ? J'avais 21 ans. Oui, et lui ? Lui, il en avait 29, non, 30, 29 ou 30, je sais plus. Oh, je sais plus 29 ou 30, d'accord. Non. Ouais, 29, je Et dirais. c'est-à-dire, finalement, donc ce qui vous plaisait, c'était cette stabilité qu'il vous proposait ? Entre autres. Oui. Et vous trouvez que ce n'est pas le cas ? Non, ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est pas vraiment comme ça que je voyais les choses.
Mais en quoi, Dans un premier quoi temps, a-t-il changé? en son comportement, par exemple, dans son comportement, c'est plus la même personne. Autrefois, il n'était pas comme ça. Autrefois, quand je lui disais quelque chose, il écoutait, ou il prenait le temps d'écouter, le temps d'être là pour moi, etc. Mais là, c'est plus ça. Là, c'est plus ça. Là, les seules fois où je l'ai au téléphone, par exemple, et c'est pour crier ou pour me reprocher quelque chose. Oui, mais alors ce que vous ne dites pas aussi, Linda, c'est un peu bon parce que ça fausse quand même les données. Alors je ne sais pas, vous avez donné des informations que vous ne donnez pas à l'antenne. C'est que aussi il y aurait eu des coups de canif dans le contrat. Si bon, il n'y a Oui, pas de contrat. exactement. Oui, tout à fait. Bah oui, mais ça compte aussi dans les tensions. C'est-à-dire que cet homme vous aurait trompé. Oui, plus ou moins. Donc c'est ça aussi qui vous... avant d'être avec moi, si vous voulez, il était avec une autre personne. Et apparemment, il a quitté cette personne pour être avec moi, mais c'était pas le cas vu qu'il était en même temps avec elle, en même temps avec moi. Et ça, depuis 4 ans maintenant que je suis avec lui, c'est comme ça. Je l'ai appris récemment. Non, mais ça, avant d'être avec vous, il a été avec une autre femme. Bah, ce sont des choses qui peuvent arriver. Qu'il ait eu une vie avant de vous rencontrer. Comment? Il est resté avec elle en même temps qu'avec moi aussi. D'accord. Bon, après, quand vous l'avez découvert, à un moment, donc il a pu à un moment, ça peut aussi arriver avant de se rendre compte, peut-être qu'à un moment il a joué, comme on dit, sur 2 tableaux, avant de savoir avec vous si ça allait être sérieux ou pas. Bon, après, mais alors si ça dure depuis 4 ans, mais toujours avec la même femme? Oui, apparemment, il l'a connue bien avant. Donc là, il m'a dit qu'il était plus avec elle. Ça fait à peu près 1 an qu'il est plus avec elle, c'est ce qu'il m'a dit. Oui. Mais je sais plus, en fait. Moi, il me dit qu'il est plus avec elle. D'accord, je veux bien. Oui. Il y a d'autres choses qui prouvent qu'il la voit encore ou qu'il est en contact avec elle encore. De toute façon, 1 an sur 4 ans de relation, ça veut dire que pendant 3 ans, il a quand même été avec elle. Oui, voilà, exactement. Donc c'est pas possible, ça. Là, si, c'est possible. Enfin, oui, bien sûr que c'est possible, mais enfin, ça ne va pas en tout cas. Je comprends que ça vous perturbe. Oui, mais là aussi où Linda, il y a quelque chose qui va pas de votre côté, c'est que finalement vous êtes, ça vous rend mal, ça vous rend agressive, mais vous acceptez, c'est-à-dire que bon, vous hurlez dessus au téléphone pour reprendre votre expression. Cette relation ne vous rend pas heureuse, mais vous restez. Pourquoi à 25 ans vous figez dans une telle relation où cet homme visiblement il sait pas par rapport à ce qu'il vous disait, à ce qu'il vous proposait, il est pas il tient pas ses promesses. Donc qu'est-ce que vous attendez de lui qui change? J'en doute, si vous respecte pas là, je vois pas ce qui pourrait le faire changer. Moi, je sais pas. Vous ne vivez pas ensemble? Non. Et vous êtes finalement dans le doute en permanence, dans la crainte, dans l'incertitude, dans le fait qu'il vous trompe. Donc effectivement, quand vous l'avez au téléphone, vous lui en voulez, vous êtes agressive, ça peut pas bien fonctionner entre vous. Oui, mais en fait, c'est comme ça entre nous, mais uniquement quand on est à distance. Je veux dire, quand on est ensemble, ça se passe pas comme ça. C'est différent. Et je comprends pas. Enfin, je sais pas ce qui le rend comme ça quand on est. Mais à distance, vous êtes souvent à distance? Oui, souvent, oui. Depuis que je le connais, on est toujours à distance. Mais excusez-moi. C'est le fait, en fait, si vous voulez, on n'habite pas dans la même ville. Donc, moi, je suis encore chez mes parents. Lui, il est aussi chez mes parents. Et on se voit une fois de temps en temps. Enfin, on se voit de temps en temps, pour dire. Mais une fois tous les combien? Normalement, c'est une fois tous les 2 semaines, on va dire. Oui. D'accord. Lui, il vit chez ses parents? Oui, aussi, oui. D'accord. Donc, le reste du temps, vous parlez au téléphone? Enfin, parler. On s'écrit dessus au téléphone. Oui, mais finalement, vous vous inquiétez le reste du temps. Vous vous demandez ce qu'il fait. Oui, tout à fait. Lui autant que moi. Et c'est ça le souci. Parce que moi, j'ai beau lui dire, par exemple, j'ai fait ci ou je fais ça, ou je suis là ou je suis ici, et il comprend pas. Ou alors il croit pas. Et moi, c'est pareil de son côté.
Oui, mais ça veut dire quoi, cette relation où finalement l'un, où il y a de la jalousie en permanence, il est un petit peu mal placé entre nous. Et vous vous rendez malade, ou vous aimez ça, vivre dans le conflit. Bah non, justement. Enfin, c'est quand même important dans une relation qu'il y ait de la confiance. Alors si vous vivez une relation comme ça depuis 4 ans, où finalement vous êtes bien une fois tous les 15 jours lorsque vous vous voyez, parce qu'effectivement quand vous vous voyez, vous êtes rassuré, le temps où vous vous voyez, parce que là il y a personne d'autre, alors effectivement, en se voyant une fois tous les 15 jours, encore heureux que vous vous hurliez pas dessus ou que vous vous tapiez pas dessus. Parce que sinon, alors vraiment, pourquoi vous resteriez ensemble? Mais vous imaginez, Linda, si on pourrait penser un jour vous voulez concrétiser, vivre ensemble tous les jours? Ça rime à quoi? Dans quoi vous vous embarquez? Parce que cet homme, il est quand même pas tout jeune. Maintenant, lui, il a donc 34 ans, là. Moi, 32. Il avait 27 ou 28 ans, je sais plus. Ah bon, vous m'aviez dit 29 ou 30 ans. Non, 28 ans, je pense. Parce que ça fait 4 ans, je sais qu'il a 32, donc je pense que ça a 27, 28 ans. Ah bon. Ouais, enfin, il est pas tout jeune, quand même, pour se comporter comme ça. Non, justement, mais ça, il le comprend pas encore. Il l'a jamais compris, d'ailleurs. Oui, mais vous aussi, on vous sent sur la défensive, c'est terrible. Enfin, même avec moi, vous êtes, voyez, dans votre façon de vous exprimer, vous êtes hyper sur la défensive. Alors que bon, on n'a pas de contentieux l'une et l'autre, a priori, voyez. Donc, vous êtes sur la défensive. Donc, je peux imaginer ce qui peut se passer avec lui. Et vous avez des raisons de lui en vouloir. Mais c'est pas. C'est à vous. Il faut que vous réfléchissiez aussi sur le fait pourquoi vous restez si jeune dans une relation qui finalement vous angoisse, parce que il y a certainement beaucoup d'angoisse derrière et ne vous rend pas sereine. Vous au fond. Pour quelques moments de bonheur tous les 15 jours, le reste du temps, j'ai l'impression que vous ne vivez pas. Non. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Oui, vous avez du mal à vous détacher de lui, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est, voyez, plutôt de la dépendance, une forme d'habitude que vous avez de cette relation où qui relève plus, j'ai l'impression, de la dépendance, de l'emprise. Il faudrait peut-être que vous réfléchissiez à ça, Linda. Non, ça, j'ai déjà réfléchi par rapport à ça. Je pense pas que ça doit être ça. Ouais. Si c'était ça, le souci, ça serait vite réglé. Oui, vous savez, parfois ce qu'on prend pour des sentiments, il y a plusieurs formes. Les sentiments, ça peut être aussi de la dépendance. Ça vaut la peine de vous pencher un peu dessus. En tout cas, moi, j'ai l'impression que cette relation ne mène nulle part. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Non, mais je t'en veux pas. Tout le monde me dit ça, donc. Oui. Qui tout le monde? La vie d'une personne un peu plus. Qui vous dit ça? Tout le monde, tous mes amis me le disent. Mes amis, ma famille, tout le monde. Oui. Tout le monde. Et moi, je persiste quand même à dire non, ça peut changer, non, ça peut évoluer, ou alors ça peut être ci, ça peut être ça. Mais non, en fait, il n'y a rien qui change. Je ne crois pas. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Non, il faudrait que l'un et l'autre vous changiez. Et il y a quelque chose qui me paraît mal parti. Bon, enfin, après, pourquoi vous acharnez-vous? C'est la question. Peut-être qu'on n'aime pas avoir tort, et que vous voulez justement vous donner raison et espérer, on espère toujours gagner finalement, espérer, mais parfois à quel prix, Ça. Réfléchissez, Linda. Merci en tout cas de votre appel. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Lucie envoie un petit message en disant « Vous perdez votre temps, Linda, il n'y a pas de confiance à espérer de cet homme, laissez tomber ».
Un message qui dit ne vous claquez pas sur un mur, rebondissez sur un joli tapis. Les histoires compliquées comme la vôtre sont ingérables. N'oubliez pas que vous n'avez que 25 ans. Et puis Dalton qui dit je pense qu'il y a beaucoup de jalousie entre eux. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Quel plaisir de vous revoir. C'est un plaisir partagé. Oui, je suis de Nantes, vous vous souvenez, je vous avais déjà appelé au sujet de mon fils qui était psychotique, schizophrène, pour lequel je n'arrivais pas à trouver une structure hospitalière. Ah oui, je me souviens bien de vous. Oui. Et ce soir, si vous voulez, c'est la souffrance de ma fille qui m'amène vers vous. Parce que, comme évidemment, eu égard à la situation de mon fils, ça a fait des dégâts dans toute la famille. Ma fille s'en est pris plein la figure. Elle est restée à travailler à Paris. Et là, si vous voulez, elle subit un harcèlement, mais alors d'une telle intensité que... Moi, je ne peux plus accepter de voir ma fille comme ça, même si elle a 39 ans. Je ne sais pas quoi faire, c'est pour ça que je vous appelle pour savoir si je dois m'immiscer dans c'est plus qu'indifférent, parce que l'année dernière, ma fille était obligée de boire le matin pour aller à son travail. J'ai été prévenue par une de mes collègues qui était... qui me connaissait bien, qui me dit Alexandra, excusez-moi, je dis, elle va très mal, il faudrait que tu t'en occupes. Donc effectivement, on l'a fait rapatrier sur Nantes, on l'a fait hospitaliser sur 6 mois de cure de désintoxication, etc., etc. Là, elle a recommencé son travail en janvier. Pareil, alors qu'elle est chargée de mission. Oui. C'est une jeune fille absolument qui ne sait pas se défendre, qui est toujours très polie, etc. Qui a pour payer ses études a fait des remplacements à la poste où elle était régulièrement redemandée chaque année. Là, elle a travaillé au cabinet comme attachée de presse d'un ministre que je ne nommerai pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche un peu dans l'établissement public où elle est. On lui a dit, on comprend pas comment une ministre a pu vous supporter. Enfin, c'est que des rabaissements. Si bien que ma fille, là, je l'ai fait revenir quelques jours en vacances. Quand je l'ai vue au train, je me suis dit, c'est plus ma fille. La bouche déformée, amaigrie, n'ayant plus aucune confiance en elle. Et je me suis dit que là, ça pouvait pas durer. Non, vous avez raison. Non. Surtout que j'avais lu un article disant que le harcèlement moral était souvent encore plus fort parfois dans la fonction publique. Voilà. Et oui, forcément, parce que ça s'explique puisque on ne peut pas virer les gens comme ça. Donc il y a une forme de pression qui se met en place pour les pousser complètement à bout. Voilà. Mais là, vu ce que vous décrivez, c'est important de faire quelque chose, d'intervenir parce qu'elle est en train de se détruire. Ah ben là, c'est ce que je disais à votre collègue là, au mois de juillet, dans cet établissement public, une personne s'est suicidée, de 45 ans. Évidemment, personne n'en a parlé. Bon, c'est la même personne, la même DRH qui l'a poussée à bout. Elle avait laissé une lettre ? Non, mais elle parlait souvent avec ma fille parce que elles vont souvent fumer sur le trottoir et elle lui confiait effectivement son inappétence dans ce travail où elle était dévalorisée, etc. Et quand ma fille est revenue de congé et qu'elle a appris qu'elle s'était suicidée, la plupart, alors parce qu'en plus il y a un système, si vous voulez, la DRH a employé sa femme de ménage dans un bureau pour surveiller tout le monde, donc délation, etc. La DRH a demandé l'ordonnance des médicaments à ma fille. Moi je lui ai dit qu'il était hors de question qu'elle fournisse quoi que ce soit de médical à une DRH. Et là, le pire, c'est qu'au mois de juillet, on lui a dit qu'on lui supprimait son salaire.
Premier truc, moi c'est la première fois que j'entends parler de ça. Elle a effectivement eu un trop perçu au niveau du salaire, mais on doit laisser un reste à vivre. Ça n'a pas été fait. Donc là, c'est vraiment, elle a vraiment prouvé que c'était de la persécution et un acharnement. Et là, moi, honnêtement, j'ai envie de la descendre, cette personne, parce que quand je vois l'état de ma fille, franchement, je sais plus quoi faire. Elle se confie à vous, hein, votre fille? Oui, énormément. Et puis là, j'ai l'impression que, enfin, si vous voulez, c'est gênant parce que bon, c'est une fille qui a fait des études, qui a une maîtrise de sciences éco, etc. Oui, mais ça ne la protège pas, malheureusement. Oui, elle a un très bon niveau, elle est brillante, mais elle se détruit à petit feu. Elle vit seule? Et elle vit seule, oui. Oui, donc ça accentue aussi ce sentiment de solitude. Donc il faut être très très vigilante, d'autant qu'elle se confie à vous. Bon, heureusement, elle voit parce qu'il faudrait peut-être qu'elle puisse si elle est dans un tel état d'épuisement, de fatigue, il vaudrait mieux, avant de voir ce qu'il est possible de faire, il vaudrait mieux qu'elle soit en arrêt maladie. Hein, on ne peut rien faire. Si vous voulez un arrêt maladie, c'est légal. Hein. Mais là, je sais, mais là, elle veut, elle est quand même tenace parce que elle veut lutter. Non, mais ça c'est le problème. C'est le problème souvent de toutes les personnes comme ça qui subissent un harcèlement très fort. C'est qu'à un moment ils se croient plus forts, ils s'accrochent. Ils veulent, si vous voulez, ils pensent que s'arrêter, ça serait un aveu de faiblesse, jusqu'à ce qu'ils parfois craquent, et de façon tragique, hein, dans certains cas malheureusement. Donc c'est pas du tout un aveu de faiblesse, c'est-à-dire qu'à un moment la priorité c'est leur santé physique et psychique. Hein. Donc s'accrocher à un moment quand on est face à quelque chose, d'un système pervers ou d'une personnalité perverse, il faut pouvoir prendre du recul et ne jamais prendre de décision à la hâte, consulter, prendre des renseignements, voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Mais de toute façon, l'arrêt maladie est quelque chose de légal. Donc, on a la possibilité de se faire mettre en arrêt maladie. Après tout, elle peut être... elle peut avoir... le médecin n'est pas obligé de certifier. Elle peut être malade. Et puis, de toute façon, je veux dire, même pour la suite, il peut y avoir même consultation auprès d'un médecin psychiatre pour des troubles anxio-dépressifs. Ça peut être utile pour la suite. Hein. Là, elle est suivie, elle est suivie par un psychiatre qui malheureusement cet été était parti en vacances. Oui, ça, oui, bien sûr, c'est compliqué, oui, les arrêts pendant le suivi pendant les vacances, oui. Donc elle s'est sentie vraiment très seule, oui. Elle m'a confié qu'elle avait été effectivement tentée de reboire, mais enfin que elle a tenu bon quand même. Elle a tenu bon, oui. Bon, c'est moi, important. Je la regardais ce soir, elle a la bouche, vous savez, les plis de la bouche qui se tord, elle a maigri. Elle est extrêmement contractée. Son psychiatre est rentré là de vacances ? Oui. Donc déjà, ça c'est important. Parce que, vous voyez, son psychiatre, donc c'est un médecin, il peut lui faire un arrêt, hein. Oui. Ils peuvent en parler ensemble. Enfin, lui, il la connaît mieux. Ils peuvent en parler ensemble, voir qu'est-ce qui est le plus stratégique. Mais enfin, s'il la voit dans cet état-là, ils peuvent en parler. Et je veux dire, ça peut être noté sur un certificat médical pour troubles anxio-dépressifs. Alors après, il faut voir. Il faut pas. Tout dépend. Ça, c'est vraiment si elle souhaite s'arrêter. Mais ça peut. Si elle ne veut pas, ça peut être le médecin traitant qui fait pour une toute autre raison où on spécifie pas à la limite. Mais si elle peut, parce qu'après tout, s'il y a un tel harcèlement, s'il y a déjà des précédents, il y a moyen de contacter des syndicats, il y a moyen d'engager après tout une action en justice au prud'homme. Hein. C'est un nouvel établissement. Et de contacter la médecine du travail. Hein. Oui, alors elle a déjà contacté la médecine du travail. Hein.
qui effectivement, parce que moi cet après-midi, j'ai téléphoné, bon, le médecin n'était pas là, j'ai eu sa secrétaire qui m'a confirmé qu'effectivement, dans cette boîte, il y avait beaucoup de problèmes. Et le problème, c'est que personne ne bouge. Oui, mais c'est souvent comme ça. Vous savez que parfois, il faut malheureusement qu'il y ait des des problèmes en catastrophe pour que ça bouge. Il y a pourtant eu un suicide cet été. Oui, alors en même temps, Daniel, il faut être un suicide. Comment dire, un suicide. Vous savez, les raisons d'un suicide sont toujours multiples et complexes. Alors c'est vrai que une atmosphère comme ça, quelqu'un qui évidemment subit un harcèlement au travail, est dévalorisé, dénigré dans son travail, si en plus dans son environnement personnel il n'a aucun soutien, si en plus ça résonne avec une histoire affective compliquée, une histoire, une enfance malheureusement, oui, ça peut mener à ça. Mais un suicide, si vous voulez, heureusement que toutes les personnes qui subissent des difficultés dans leur travail ne se suicident pas. Vous voyez, il y a toujours quand même plusieurs causes à un suicide. Donc on ne peut pas dire qu'un suicide est toujours le reflet de... on ne peut pas en tirer la seule conséquence. Mais enfin bon, moi ce que je vois, c'est que ma fille qui aimait beaucoup sortir, etc. Oui, vous la voyez complètement métamorphosée, c'est plus la même. Donc il est important que vous la souteniez de très près et de dire l'engager en disant qu'elle va pas tenir comme ça, c'est-à-dire qu'il faut là pour le moment qu'elle s'arrête, quitte à ce qu'elle ait un arrêt pour une semaine, et qui peut être reconduit. Et puis après voir ce qu'il est possible de faire, de s'organiser, peut-être consulter un avocat, peut-être prendre contact avec les syndicats. Le problème, si vous voulez, c'est que vous savez, ce sont les nouvelles agences qui se créent de services publics là. Et bon, il y a pas de syndicat, il y a pas de commission paritaire, il y a rien quoi. Et pourtant, cette boîte est censée s'occuper des handicapés et des personnes âgées. Elle est dans une grande ville ? À Paris ? Ah, parce qu'il y a une consultation qui s'est mise en place dans un hôpital sur le harcèlement moral. Ah, chouette, parce qu'à Nantes, justement, il y a une consultation avec la médecine du travail, enfin avec la DRT qui s'est mise effectivement. Alors, je savais pas si à Paris il y avait oui, mais alors je sais plus. Oui, il y a des. Je sais plus si c'est à Paris même ou en banlieue. Ils ont mis en place. C'est une femme médecin psychiatre psychanalyste qui a mis en place une consultation comme ça sur la souffrance au travail et qui est très très bien. Elle en a fait un livre en plus sur la souffrance au travail. Est-ce qu'on a noté ça ? Non, on va regarder ça dans notre agenda. Oui, parce que si vous voulez, à Nantes, ils ont créé au CHU, effectivement, avec la DRT, la direction du travail, une consultation pour le harcèlement avec une participation de toutes les personnes qui, dans leur milieu de travail, avec la libération de la parole, etc. Il paraît que ça marche bien. Ben oui, parce qu'ils sont vraiment très spécialisés dans ces problèmes-là, qui sont très très spécifiques. Donc ça montre que malheureusement c'est de plus en plus fréquent. Mais on va regarder. Je sais que ça existe, mais je suis pas sûre. Il faudrait se renseigner, ou alors peut-être sur Internet. On va regarder. Il y a Célinette qui elle a subi un harcèlement sexuel dans son travail et qui a gagné. Il y a eu un procès en justice. Elle vous laisse son mail. Elle dit elle veut bien communiquer avec vous. On va vous le transmettre antenne. C'était dans le service public aussi Ça, je ne sais pas. Mais on va vous transmettre hors antenne. Et puis, si on trouve cela, on va vous le communiquer hors antenne. Merci. En tout cas, on va chercher. Merci beaucoup, Daniel.
effectivement, c'est la deuxième heure de cette émission. Nous sommes toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1. Jusqu'à 1h, vous pouvez composer le 3921 pour parler de tout ce qui vous tient à cœur. Et vous pouvez à tout moment réagir à l'antenne sur tout ce qui vient d'être dit. Et vous pouvez aussi le faire par SMS au 7 21 21 code nuit ou par courriel sur le site europe1.fr, puis Libre Antenne. Beaucoup de réactions qui arrivent suite au témoignage de Daniel au sujet de sa fille qui était victime de harcèlement au travail. Quelqu'un me dit la longue maladie par demande psy et certificat médical peut être demandée en passant par le médecin du travail et une commission tranchera. J'ai pas la suite du message parce qu'attention, c'est limité à 160 caractères. Et puis Marie conseille le livre de Marie-France Irigoyenne, Le harcèlement au travail. Il y a également alors Léonie, elle est plus perplexe. Elle dit la médecine du travail est rémunérée par les employeurs, donc pas très objective. En 10 ans dans la même entreprise, j'ai eu 2 visites. Tiens, c'est bizarre ça parce que normalement c'est tous les ans la médecine du travail. Célinette, Daniel posait une question en disant Célinette qui avait été victime de harcèlement sexuel et qui a gagné son procès, dit oui, c'était en service public, c'était en mairie. Elle ajoute, quelqu'un ajoute, j'ai été harcelée moi-même par ma chef de cabinet d'une grande entreprise il y a 9 ans. Je suis maintenant retraitée et j'en suis encore très meurtrie. Il y a quelqu'un, Dalton dit, elle devrait en parler à son union locale syndicale. Oui, mais alors je crois que Daniel, enfin là, si j'ai bien compris, il disait qu'il y avait un problème à ce niveau-là, enfin que c'était une boîte récente et j'ai pas bien suivi là, mais bon. Célinette, je crois, recommandé d'aller à la gendarmerie en disant que s'il y avait un problème, ils seront au courant et qu'ils pourront prouver qu'il y a détresse. Bon, je sais pas très bien pourquoi. Anne est aussi sceptique que Léonie en disant face à la collectivité où les harcèlements existent, on ne peut rien faire. Syndicats médecins du travail dépendent trop du pouvoir. Anne qui dit j'ai voulu tenir face à la DGS et au maire durant 2 ans et demi. Comme je vous l'ai dit, la mise au placard m'a rendu malade. Il faut fuir les harceleurs, dit Anne. Justement, il y a Tom qui dit une question naïve. Quelles sont les motivations d'un harceleur au travail? Ou elle est tout sauf naïve, hein, Tom. Elle est même très complexe. Les motivations, difficile de vous répondre comme ça en 2 mots. Tout dépend du type de harcèlement. Ce sont souvent ça dépend de la personnalité. Si vous voulez, il y a des personnalités perverses, évidemment, hein, donc qui finalement prennent du plaisir, de la jouissance à humilier, à sadiser les autres, à les traiter comme des objets. Mais il y a parfois le fonctionnement même de l'entreprise qui est lui-même un peu pervers et où il y a une telle pression finalement où tout le monde est tellement saturé que certains se sentent finalement pas à la hauteur ou et finalement la pression s'exerce à tous les niveaux de la hiérarchie et donc eh bien on s'en prend à ça retombe sur ceux qui sont en dessous. Vous voyez les on parle des petits chefs mais enfin c'est ceux qui sont au-dessus hormis celui qui est au-dessus, enfin même celui au-dessus de la pyramide, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de lui mais ça rejaillit par ricochet.
diriger. Donc celui qui est à la tête de l'entreprise, souvent c'est important parce que si lui-même est pas très clair dans la direction, dans la gestion de l'entreprise et n'est pas vigilant, ça peut rejaillir sur toute la chaîne. Donc parfois c'est tout le système de gestion en fait qui est perverti et où c'est pas le propre d'une personnalité mais d'un mode de fonctionnement où il y a une surcharge de travail, une pression où les gens se sentent, je vous dis pas forcément à la hauteur et finalement accablent les autres et il y a une ambiance complètement délétère. C'est également, il y a Coco qui dit en cas de refus de la commission de récupérer, de se renseigner, ne pas oublier la responsabilité de médecin du travail, c'est la connaissance du drame. Oui, mais j'ai envie de dire qu'il faut intervenir avant quand même. Il y a Emmanuel du 49 qui me dit si j'ai entièrement reçu le SMS. Non, justement, soit vous pouvez nous laisser votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre ou nous appeler au 39 21, mon cher Emmanuel. Et on accueille... Non, on va passer un petit peu de musique et on accueillera bien sûr tout de suite un autre auditeur après. Brune, Rupture Song, un petit message au 7 21 21 de quelqu'un qui dit « Tenez le coup, j'ai été harcelé sexuellement, j'ai réussi à gagner malgré de nombreux obstacles. » Merci à l'auditrice ou l'auditeur qui a appelé pour donner un numéro, les coordonnées d'un livre qui s'appelle « Stress et souffrance au travail » de Béatrice Bronner, B-R-O-2-N EUR. On n'a pas la maison d'édition, mais bon, vous devriez pouvoir trouver Stress et souffrance au travail de Béatrice Bronner. Nous sommes allés voir aussi pendant le journal sur Internet. Donc effectivement, il y a plusieurs consultations de souffrance au travail à travers la France. À Paris, région parisienne évidemment, mais aussi à travers toute la France. Alors pour voir un petit peu les adresses spécialisées, eh bien il faut que vous fassiez le site suivant www.carlotta carlotta.com/set.html. Je sais pas s'il y a un tiret après. Non, mais pas de tiret, donc c'est moi qui l'ai mis, ok. Donc, www.carlotta.com/set.html. Vous allez voir, donc c'est les consultations souffrance et travail, donc qui se trouvent dans toute la France. Il y en a beaucoup qui témoignent de la réalité et de l'ampleur de ce problème. Je pense d'ailleurs que celle dont je vous parlais, c'est une psychanalyste qui a écrit un livre, mais bon, malheureusement, ça ne me revient pas. Je pense qu'elle se trouve à Nanterre, cette consultation spécialisée. Mais il y en a plusieurs à Paris même, mais dans toute la banlieue parisienne. Et je vous dis, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y en a dans plusieurs régions de France. On accueille Claire. Bonsoir Claire. Bonsoir Caroline. Bonsoir. D'habitude, j'écoute pas toujours votre émission, mais là, je l'ai mis ce soir avant de dormir. Oui. Et justement, j'ai parlé à votre collaborateur d'un autre livre sur le harcèlement moral, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, et au moment où j'ai bien senti que ça devenait très lourd, j'ai acheté un livre parce que moi, j'ai été victime de ça en fait fin 2006, ce qui a amené à une séparation en 2007 avec mon employeur. Et j'ai lu un livre qui a été publié justement en 2006 par Dorothée Rameau, qui s'appelle Journal d'un médecin du travail, et qui est un témoignage, et qui est publié au Cherche Midi. D'accord. Journal d'un médecin du travail, Dorothée Rameau. Oui. Oui. Mm-hmm. Et donc, ça doit être intéressant, où elle raconte donc son expérience au quotidien. Elle raconte son expérience et toutes les consultations qu'elle fait. Mm-hmm. Et où elle met en évidence, où elle essaye de pousser des gens à s'arrêter, quoi. Je veux dire, elle fait un état des lieux. Oui.
Moi, je sais que... Ah, vous dites qu'elle essaie de pousser des gens à s'arrêter. Donc, il y a des gens qui, malgré tout, comme le disait Daniel de sa fille, malgré tout, veulent continuer et s'accrochent et... s'accrochent, etc. Puis souvent, je veux dire, maintenant, comme les entreprises emploient des avocats spécialisés pour se débarrasser de certains imboulonnables, si je peux dire, ou de personnes là depuis longtemps. Oui. Bon, là, je connais le cas. Bon, vraiment, j'ai une amie proche qui est victime de ce système-là. Oui. Et si vous voulez, c'est pour elle, bon, évidemment, très difficile, quoi. Je vais pas trop parler non plus d'elle. Donc, je veux dire, j'en ai été victime. Heureusement, en fait, pendant la période, j'ai pris les conseils d'un psychologue. Donc, Oui. j'ai vu quelqu'un, j'ai entamé une thérapie. Ça m'a poussé à entamer aussi une thérapie pour moi parce que j'avais perdu un être cher 2 ans auparavant. Et voilà. Et le tout, c'est que quelquefois, bon, moi, je veux dire, dans mon cas, j'ai été assez aidée parce que j'ai pu me financer un bilan de... Enfin, je veux dire, j'ai réussi, en fait, à force de savoir que c'était du harcèlement, à mettre en place, à contacter d'une part un conseiller du travail, à faire un journal où je mettais tout ce qui était dit. Je mettais des extraits d'emails ou quoi que ce soit. Donc j'en avais pondu 99 pages en un an. Et j'ai réussi à obtenir, enfin je veux dire, en plus des indemnités, d'obtenir non seulement bon, le tout c'est que après études, parce que je voulais pas passer par les prud'hommes parce que je trouve que ça prend trop de temps, j'ai réussi à obtenir une transaction, c'est-à-dire avoir les indemnités de licenciement, bon évidemment avoir droit aux acédiques. Voilà. Donc la boîte, je veux dire, voilà. Et le tout, c'est que le fait de voir ça, ça m'a aidé à tenir aussi. Mais vous, le médecin, auprès du médecin du travail, vous avez trouvé un soutien? Auprès du médecin du travail, c'est très difficile parce que dans certaines sociétés, maintenant, aujourd'hui, vous ne le consultez plus tous les ans. Oui, c'est vrai que ça peut être tous les 2 ans ou tous les 2 ans. Oui. Moi, je sais que j'ai appelé la médecine du travail parce que mon employeur n'avait pas fait cette démarche. Parce qu'à l'époque où j'étais licenciée, je devais voir normalement la médecine du travail. Elle me convoquait tous les ans. Et en fait, ce qui m'a alertée, c'est que la secrétaire m'a dit « Mais attendez, on a eu un coup de téléphone de votre employeur qui dit que vous ne travaillez plus dans l'entreprise. » Ah bon? De ma patronne. Alors ça m'a mis la puce à l'oreille. Bah oui, et comment? Et donc je me suis dit, c'est qu'elle veut pas que je fasse de recours ou quoi que ce soit. Donc j'ai dit, écoutez, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que comme le médecin qui suit l'association, je le connaissais depuis 10 ans, je lui ai dit, est-ce que c'est possible que j'ai un rendez-vous avec le docteur qui suit et que je puisse juste lui parler de la situation? Donc voilà. Par ailleurs, je veux dire, j'ai contacté un conseiller du travail sur la place de Paris qui avait été en plus vice-président d'un tribunal de prud'hommes et je lui ai soumis mon cas en me demandant, je lui ai dit, écoutez, je ne veux pas que vous passiez 3 heures, mais qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Donc, il m'a donné les armes, il m'a dit, vous faites votre boulot. S'il y a ordre contre ordre, vous notez tout. Tout. Mm-hmm. Vous faites votre... c'est très exigeant parce que, donc, voilà. Après, donc, j'ai soumis, parce que il m'a dit, de toute façon, je suis sûre que votre boîte a pris un avocat et donc elle doit vous fliquer et faire un journal sur vous hebdomadaire. Donc, moi, j'ai dit, il n'y a pas de raison que vous défendiez pas de ce côté-là. Oui. Donc, j'ai fait ça. C'est vrai que c'est fatigant. Oui. C'est usant parce que moi je sais que, en plus, je veux dire, le soir on aspire à se détendre et devoir se remettre sur l'ordinateur. Et oui, pour tout noter et puis se sentir. Tout retaper, replonger dans du sordide alors qu'on voudrait en sortir. Mais moi je veux dire, attendez, ils m'auront pas
Et donc, grâce à ça, je veux dire, parce que quand il s'est agi quand le licenciement a été prononcé finalement, mon employeur voulait pas me payer de coaching ou de bilan de compétences. Oui. Eh ben, le type, le jour de l'entretien de licenciement, le conseiller qui était avec moi, qui m'avait dit surtout vous me laissez faire. Déjà, c'était une personne âgée de 60 ans, qui était très calme. A dit carrément, voici voilà, Mademoiselle de Thomasson m'a transmis au cours des derniers mois tout ce qu'elle a subi. Oui. Claire m'a transmis au dernier mois tout ce qu'elle a subi. Voici le résultat. Et voici le résultat. Et quand mes patrons ont vu un journal de 99 pages, ils ont pris une drôle de tête. Et aujourd'hui, Claire, vous avez retrouvé Alors, le tout, c'est que j'ai pas retrouvé du boulot. J'étais secrétaire. Pendant 1 an, j'ai essayé, j'ai fait des contrats et j'ai décidé carrément de changer de voie et de devenir auxiliaire de vie. Donc, je suis en formation. Pourquoi ? Par peur de resubir ? Pas par peur de resubir, mais parce que je trouve que les conditions de travail dans l'assistanat et le secrétariat sont extrêmement dures. Oui, mais c'est pas facile non plus, le métier d'auxiliaire de vie. Le métier n'est pas facile, mais comme je dis, je préfère mieux faire du ménage et quitte après à devenir aide médico-psychologique. Oui. Parce que mon parcours s'est fait, j'ai fait du secrétariat dans une association qui s'occupe d'aider des familles qui ont un enfant handicapé. Oui. Et avec le coaching et le bilan de compétences, je me suis dit pourquoi pas les aider en direct après les avoir aidés de façon administrative. D'accord, oui, je comprends. Oui, c'est une réorientation, mais vous restez finalement dans le domaine qui était le vôtre. Oui, et là, vous êtes dans un contact direct auprès des familles. Oui, c'est ça. Oui. Donc finalement, au fond, il y a eu quelque chose de positif dans cette épreuve. Et de positif, c'est-à-dire qu'aussi ça m'a permis de me repositionner avec mon employeur. Oui. Parce que y a un moment où le coach qui faisait du haut de placement, qui était un peu, il m'a dit Claire, mettez-moi à place que vous recherchiez vraiment. Mm-hmm. Pourquoi vous y êtes restée aussi longtemps? Et donc après, je lui ai dit peut-être parce que j'ai perdu ma mère en 96 et mon frère est né en 2005. Et c'est à ce moment-là que les ennuis ont commencé pour moi au boulot. Et je lui ai dit, je crois que j'ai recherché un contact maternel et que c'est pour ça que j'ai pas osé aller de l'avant vers ailleurs et aller vers un domaine où j'aurais eu plus d'opportunités ou plus d'avenir pour mûrir. C'est difficile, déjà après des décès, enfin vous dites votre mère, votre frère, et en plus ces difficultés qui surviennent dans votre travail, ça c'est vraiment, on peut comprendre que vous étiez très très fragilisée à ce moment-là. Ah non, mais j'étais très fragilisée. Puis et pour cause, on le serait à moi. Le psychologue que j'ai consulté, il y a des jours où quand j'allais le voir, je m'engueulais avec lui. Mais bon. Pourquoi Pardon ? Pourquoi ? Je m'engueulais parce que je lui dis, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Voilà, je ne comprenez pas ce que je vous dis. Vous aviez besoin en même temps, c'était sain de pouvoir exprimer votre colère. Avec lui, vous pouviez au moins exprimer de la colère. Et puis, lui, il m'a démonté tout le stratagème. Mm-hmm. Il m'a dit, écoutez, vos patrons, ce sont des mauvais. Vos patrons, ce ne sont pas des bons managers. Ils sont pas. Ce domaine associatif, ils n'emploient pas des gens professionnels ou quoi que ce soit. Donc, mais il y a souvent de l'incompétence, c'est ça, dans le harcèlement. Soit il y a, je vous dis, il y a de véritables personnalités perverses, mais il y a souvent derrière de l'incompétence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de la perversion, mais de l'incompétence. Et le psy m'a dit, mais tel que vous me décrivez les gestes, parce que
moi, je lui disais aussi les journaux que je faisais pendant ce temps-là. Mais il dit, attendez, là, il y a de la perversion de la part. Oui, alors il y a parfois les deux alliés. Hein. Alors là, ça fait un cocktail détonnant. Voilà, elle m'a dit, il y a de la perversion. Oui, souvent. Dans non, mais elle m'a dit, mais attends, elles ont un comportement. Moi, je sais que ma patronne habitait en province. Et elle m'a dit, je comprends pas pourquoi on vous rembourse vos trajets, machin, Paris. Et je lui dis, de toute façon, ma chère, c'est obligatoire, c'est la loi qui vous impose, qui impose l'employeur à rembourser la carte orange. Ouais. Mais je veux dire, et moi je dirais, et tes trajets à Lyon, et tes trajets pour ton boulot, on te les rembourse, ton employeur les rembourse, et tu estimes ça comment? Oui. Bon, mais en tout cas, heureusement que vous êtes sortis de tout ça. Merci en tout cas beaucoup de votre témoignage, Claire. Voilà, mais merci. En tout cas, moi le tout c'est que je tenais vraiment à témoigner. Et on rappelle le titre de l'ouvrage qu'on nous recommandait. Du travail, Journal de Dorothée. Voilà. De Dorothée Rameau. Dorothée Rameau aux éditions du Cherche Midi. Voilà. Merci Claire, au revoir. Je vous en prie, au revoir. Zaz, je veux. Un petit message de Petite Plume qui dit: ma question est vaste, mais qu'est-ce qui rend les gens sadiques ou pervers? L'on a tous nos défauts, mais de là à faire de la méchanceté un mode de comportement. Oui, votre question est vaste. En effet, le sadisme, il y a des phases où dans le développement, le développement au cours de notre vie, développement psycho-affectif, on passe dans des phases comme ça, mais où ça n'a rien à voir avec le sadisme tel qu'on l'entend à l'âge adulte, ou c'est dans la construction psycho-affective du petit enfant. Qu'est-ce qui fait que des gens restent après dans ce fonctionnement sadique vis-à-vis des autres ou pervers? C'est souvent dans leur enfance, même ont été un peu sadisés ou traités comme des objets pas suffisamment reconnus en tant que tels dans leurs demandes, dans leurs attentes, en tant que sujets. Et donc, finalement, tirent une certaine jouissance à eux-mêmes à placer les autres en position d'objet et à finalement être dans une situation de toute puissance où il n'y a pas cette notion morale de compassion, de compassion qui fait d'empathie plus exactement que de compassion, qui fait que a priori, normalement, de voir l'autre souffrir fait que il y a quelque chose d'insupportable. Eux, au contraire, vont en tirer du plaisir. Bon, mais tout ça se construit dans l'enfance. Alors c'est complexe parce que dans le harcèlement moral, il y a des gens qui peuvent être comme ça dans leur entourage professionnel, qui vont pas l'être vis-à-vis de leur conjoint. Enfin, c'est particulier. On ne peut pas répondre. Ça demanderait un développement plus long. On va accueillir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, je voudrais commencer par remercier vos deux assistants, Quentin et Siba, qui sont extrêmement aimables et patients. Ah, merci pour eux. Oui, c'est vrai, vous avez raison de les citer, parce qu'ils vous accueillent toujours avec beaucoup de gentillesse. Alors qu'ils ils ont travaillé tout l'été, ils ont été là tout l'été, et c'est vrai qu'il faut jamais ressentir qu'ils peuvent par moments être un peu fatigués, mais non, ils sont toujours à l'écoute, toujours disponibles. D'accord. Je vous appelle pour plusieurs raisons. J'ai cité à vos assistants. Donc, dans les précédentes interventions, il y avait des choses qui font écho à ma situation personnelle, comme
le harcèlement au travail et puis toute la souffrance qu'on peut ressentir à la suite de la perte d'un proche. Donc il y a 3 ans, je travaillais sous les ordres de quelqu'un, ça s'est pas bien passé, c'était aussi dans le service public. Oui. À l'époque, n'ayant pas le courage ou la volonté de m'y opposer, je préférais m'en aller. Et puis c'est tombé la même année, j'ai perdu un membre de ma famille dans des circonstances assez tragiques. C'est un décès autour duquel il y a une investigation légale, ce qui n'est toujours pas réglé. Oui. Et je tâche de mener ma vie au quotidien. Et j'y pense tous les jours. Oui, tant que c'est pas réglé, c'est difficile de faire le deuil. Voilà. Hein. C'est pas facile, parce qu'en plus, on n'a pas pu voir le corps, les choses n'ont pas été réglées. Enfin on sait pas. Parce que vous n'avez pas pu le retrouver ? Si, le corps a été retrouvé, mais il n'a pas été exposé. Oui. Donc, on ne sait pas si c'est un départ volontaire, il fera un séjour, ou s'il s'agit de quelque chose de plus d'un dramatique. homicide. Voilà. Donc, c'est tombé à une époque où j'étais pas très très bien, parce que j'essayais de sauvegarder un petit peu ma vie, et je parlais à vos assistants, la conduite de malheur, ou des choses systématiques. J'ai grandi dans un foyer où il y avait beaucoup de paroles toxiques. Des paroles toxiques, en fait, c'est pas la meilleure façon de préparer un enfant à la vie. J'ai été souvent rabaissé avec mes sœurs, rabaissé ou incapable. Paradoxalement, comme on était très bons élèves parce qu'on n'avait rien d'autre à faire, mes parents tiraient de la vanité de notre réussite scolaire. Sorti de là parce que je viens des dom-tom. Je me suis installé très très jeune, à l'âge de juste après le bac, je me suis installé pour être étudiant, et j'ai travaillé pour payer mes études, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis aujourd'hui, je suis fonctionnaire, je suis indépendant. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choses dans ma tête au quotidien, c'est que j'ai beaucoup de mal à me défaire de tout ça. Alors, je disais que je posais des actes au quotidien pour essayer d'avancer. C'est pas toujours facile. J'essaie d'avoir une vie un peu occupée, et c'est pas évident. C'est pas forcément évident, c'est des décisions à prendre, Donc je suis parti cet été à l'étranger avec 2 copains de boulot, et puis c'est vrai qu'ils m'ont ressorti que je vivais un peu dans le passé parce que j'ai pas dit grand chose. La peur de la censure fait qu'en société, soit je ne dis rien, soit je joue des personnages, et c'est pas facile pour les gens qui s'intéressent à moi, qui me proposent leur amitié. C'est pas facile pour eux. La peur de la censure, dites-vous ? La censure, parce que on disait un mot quand on était enfant, c'était une paire de claques, ou des paroles très blessantes, rabaissantes, humiliantes. Oui, vous étiez systématiquement dénigré. Voilà, j'ai pas été très encouragé pour certaines choses, Donc, aujourd'hui, je vois mes parents. Je n'oublie pas qu'ils ont perdu un enfant il y a 3 ans, donc je n'ai pas non plus allé. J'ai assez de sagesse pour ne pas non plus leur envoyer ça en pleine tête, parce que ça, c'est douloureux pour eux. Ce sont des parents qui ont perdu un enfant, et en même temps, c'est difficile parce que j'ai pas eu beaucoup d'ingrédients pour le bonheur. J'ai fait ce que j'avais à faire pour survivre, pour me faire une place dans la vie, mais socialement, c'est difficile. J'ai posé des actes depuis plusieurs années. Je suis dans une association sportive. J'essaie de sortir, mais le reste du temps, on me pose des questions très personnelles ou autres, je n'arrive pas. J'ai beaucoup de mal. Oui. Et effectivement, Laurent, votre vie affective ? Écoutez, j'ai coutume de dire que j'ai pas été amoureux depuis le 11 septembre. La coïncidence, c'est en fait, c'est juste la date. C'est la. Je crois que la dernière personne qui a vraiment, à qui j'ai tenu et qui avait beaucoup de force, c'était cette période-là. Et puis depuis, ce sont des choses qui n'ont pas beaucoup duré. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça s'est arrêté là ? Cette personne se trouvait aux États-Unis.
et moi j'étais en France. Ouais. J'étais jeune et tout, et au moment de prendre une décision, j'aurais pu tenter l'aventure à 20 ans de partir là-bas quelque temps, vivre avec elle, et j'ai préféré jouer la carte de la sécurité, me réfugier dans mes études, mon futur concours, pour faire tout ça, et j'ai mis fin à la relation. Parce que je me trouvais un peu jeune pour m'embarquer là-dedans, et aujourd'hui, voilà. Je constate que c'est la plus belle relation que j'ai eue à ce jour. Parce que pour toutes les autres, ça s'est pas bien fini, brutalement. Oui, vous avez eu d'autres relations, mais vous n'avez pas été amoureux comme vous l'avez été de cette personne. Non. Soit je me suis pas assez ouvert, soit c'était pas de l'amour fou. Et d'après le retour que j'ai, on m'a dit que j'étais beau garçon. Bon, j'ai toujours un léger doute, évidemment. C'est toujours le petit garçon qui a pas confiance en lui. Mais voilà quoi. Donc aujourd'hui, j'ai des copains qui me mettent des tapes derrière la tête en me disant t'es beau gosse, t'es intelligent, t'as un boulot, mais socialement t'es pas heureux, t'arrives pas à t'ouvrir, t'es pas bien effectivement, voilà. Et bon, je pose des actes au quotidien, j'ai envie de faire des choses et tout, hein. J'essaie de sortir de chez moi, mais c'est difficile d'enlever le masque, des fois. Il y a quelques personnes qui m'ont percé à jour, hein, et qui ont été très patients devant mes égarements. Voilà. Mais vous restez marqué par cette enfance où finalement vous dites que vous et vos sœurs, enfin, vous êtes les études ont été un refuge, la scolarité, comme souvent parfois pour les enfants. C'est-à-dire quand ils sont pas bien chez eux, l'école peut être un bon refuge pour certains. Hein, et tant mieux finalement. Mais après il y a ce contraste où, comme vous dites, vos parents tiraient de la vanité de votre réussite. Alors ils mettaient en avant, ça les gratifiait, ça flattait leur narcissisme, mais au fond ils étaient pas plus tendres avec vous et pas plus aimants. Voilà. Ils n'arrêtaient pas de vous rabaisser. Voilà. Je vais quand même préciser que j'ai été élevé par 2 orphelins et c'est pas toujours facile. Oui. Je pense qu'ils n'ont pas connu, ils ont peu ou pas connu leurs parents. C'est difficile pour eux. À partir de là, c'était difficile pour eux de renvoyer quelque chose à leurs enfants. Oui. Qu'est-ce que c'est la transmission d'être parent Oui. Voilà. Oui. Donc le paradoxe aujourd'hui, c'est que je travaille avec des enfants, et puis moi oui, en effet. Si j'ai pas, c'est difficile parce que moi j'ai affaire à des enfants qui font leur crise d'adolescence pleinement, mais moi j'ai plutôt implosé qu'explosé par rapport aux gosses que je vois maintenant. Et ça m'est très difficile de les comprendre, ça m'est très difficile de voir les choses avec eux. Enfin, je suis très lucide des fois, c'est pas totalement noir. Hein. Je fais des choses, hein, ça va. Je pose des actes avec les gamins, j'essaie de les comprendre. Je travaille. Oui, mais dans le fait de travailler avec des enfants, il y a quand même une façon symboliquement de réparer quelque chose de votre histoire. Mais il y aurait des choses, parce que vous dites au fond que vous avez du mal à parler de vous spontanément, enfin à vous confier. Il y a une peur au fond en vous. Or là, c'est vrai que depuis que vous avez pris la parole à l'antenne, votre discours sur vous-même, vous parlez de vous, c'est très fluide. Ouais, je suis un peu faux fuyant. Non, c'est très fluide là. C'est justement vous parlez sans faux fuyant. Oui, c'est facile au téléphone. Oui et non. Bien sûr qu'il n'y a pas il y a pas le regard, mais en même temps c'est facile, oui. Mais parler de soi à la radio et parler quand même de choses très intimes, c'est pas une démarche si simple que cela, hein. Alors, je vous l'accorde, c'est plus compliqué parfois de parler à des êtres qui sont proches, que vous allez revoir et qui, du coup, ça peut modifier l'image qu'ils ont de vous, c'est certain. Oui. Et pourtant, c'est très très simple parce que
C'est très simple parce que bon, j'ai été pris en flagrant délit de mensonge il y a un peu plus d'un an et par 3 collègues, trois jeunes femmes très 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 gentilles, très charmantes et qui se soucient de mon bien-être et ça a été très très dur. Ça a été très très dur et en fait bon, elles m'ont pardonné. C'est surtout ça, elles m'ont pardonné. Mais elles ont compris peut-être pourquoi il y avait ce mensonge. Il y a des... Oui, c'était peut-être pas si grave que ça. Non, il paraît que c'est simple. Hein. Bon, moi j'ai un parfois on ment pour se sortir d'un mauvais pas ou bon. C'est non, pas... mais j'ai tendance à beaucoup intellectualiser les choses. J'essaie d'analyser tout de suite systématiquement. Je fais pas du tout. Non. Mais pourquoi vous n'allez pas parler? Moi, je crois que ça serait important que vous alliez parler de votre histoire d'enfant. J'ai commencé au début de l'été. Hein, j'ai commencé avec quelqu'un. Là, cet été, là? Cet été, au début de l'été. Oui, vous avez bien fait. Oui, et en fait, j'avais vu d'autres personnes auparavant. Oui. J'avais vu 2 personnes auparavant. Puis j'ai pas réussi. Et puis là, je me suis dit, je vais changer. Je vais voir un homme pour changer. Oui. J'avais, il n'y a pas très longtemps que j'ai des amitiés masculines, hein, parce que j'ai eu un père très dominateur, donc j'avais un peu de mal. Ah, en plus, oui. Et puis là, bon, je discute avec un professionnel qui est très attentif, qui n'élève pas la voix. Il m'arrive d'élever la voix, mais je ne supporte pas qu'on le fasse à mon égard. Oui. Je me défoule dans le sport, mais j'ai vraiment, je ne supporte pas la violence. Puis bon voilà, j'aime pas les choses directives. J'aime pas qu'on me donne des ordres, mais je ne me rebelle forcément. pas. Je ne me rebelle pas. Je me rebelle pas spontanément. Puis bon, je préfère jouer le personnage. Oui, mais c'est compliqué pour vous de vous rebeller ou de vous affirmer parce que vous avez l'image de votre père qui revient où il confondait autorité, autoritarisme. Alors comme vous dites, à sa décharge, il n'a pas eu lui-même l'image d'un père. Il ne sait pas au fond ce qu'est être père. Et peut-être que pour lui, voilà, il avait besoin de fixer des limites, des règles et on peut donner des limites, représenter, incarner une autorité qui est importante pour l'enfant, pour se construire. Incarner une autorité, c'est pas être dans l'autoritarisme, c'est-à-dire fixer des règles, expliquer pourquoi. Alors, on peut pas expliquer tout non plus. On va pas dire à un petit enfant de pas mettre les doigts dans les prises et pourquoi, et bon voilà. Mais quand l'enfant grandit, il y a des choses qu'on doit expliquer. Sinon, on verse dans l'autoritarisme, c'est-à-dire finalement un peu le tyran domestique. C'est-à-dire, à ce moment-là, il n'y a pas des règles qui s'appliquent à la maison ou dans la société. Les règles qui vont définir, les règles qui fait qu'on vit en société et que les règles s'appliquent pour tout le monde, ça devient le tyran qui fixe ses règles, voilà, selon son désir, selon son vouloir pouvoir absolu. Et ça, c'est terrible pour un enfant. Et pour un fils, vis-à-vis de son père, c'est écrasant. Donc oui, c'est compliqué pour vous de vous affirmer. Parce que vous avez l'image de ce père qu'au fond, vous ne voulez pas être, que vous refusez. Et puis derrière, pas compensé par une mère qui elle-même vous dénigrait. Enfin, bon, donc... mère très effacée. Très effacée, donc qui est, voyez, renforcé la toute-puissance du père. Donc c'est une bonne idée que vous avez de voir un psy-homme. Parce que ça va vous aider à travailler la question du rapport au père et vous de vous affirmer dans votre identité masculine. C'est-à-dire trouver votre place d'homme. Oui, ça qu'au quotidien, bon, les gens me disent, c'est vrai que tu as fait des choses dans ta vie, tu t'es pris en main, tu as fait ce que tu avais à faire. Mais en fait, c'est plus de la survie qu'autre chose. C'est vrai. Puis bon, c'est vrai qu'au quotidien, bon, je me suis un peu arrêté, voire beaucoup arrêté. Mais les mensonges, les promesses non tenues, les instants de solitude. Je commence à injecter du changement dans ma vie, c'est pas facile. C'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour les gens qui s'accrochent à moi, enfin qui s'accrochent façon de parler, qui veulent, qui me font confiance. Voilà, des gens qui me font confiance. Mais voilà, et après, il va falloir apprendre à vous faire confiance, Laurent.
Mais vous allez y arriver parce qu'on sent beaucoup d'intelligence, voilà. Alors, comme vous dites, vous intellectualisez, mais il va falloir accepter de faire remonter certaines émotions et bon, on sent qu'il y a un tellement bon potentiel derrière que ça vaut le coup ce travail sur vous. Vraiment. D'accord. Je vous embrasse, Laurent. Merci, moi aussi. Au revoir. Phil Collins, Heatwave. Qu'est-ce que je ferais si je ne vous avais pas? Merci à vous tous. Si vous avez retrouvé les coordonnées du livre auquel je pensais, c'est Marie Peset qui a écrit « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. » Marie Peset, à la maison d'édition. Et alors, si j'en crois effectivement les informations du site Rue 89, elle aurait été licenciée cet été. C'est un comble quand même de sa consultation à suivre ça. Hein. Ça a été la première pourtant à créer la première consultation souffrance et travail. Ça c'est à suivre parce que franchement, bon, à suivre. Allez, je vous embrasse très fort. Bon week-end. Faites de jolis rêves en attendant. Tout de suite, il est 1h. Vous écoutez Europe 1. Place aux informations présentées par Pierre Courade.